Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Kinédi, le podcast pour les kinés. Empathie, écoute, ouverture d'esprit, patience, concentration, créativité, rapidité, curiosité. Voici quelques-unes des qualités requises pour exercer notre super métier de kiné. Mais alors, qui se cache derrière chaque kiné ? Qu'est-ce qui l'a amené à faire ce métier ? À travailler d'une certaine façon, à faire certains choix, à se spécialiser ou pas. Kinédi part à la rencontre de ces thérapeutes du corps pour nous éclairer sur leur parcours et leurs pratiques au quotidien. Je suis Gabrielle, diplômée depuis 2021, j'étais responsable marketing avant de quitter le monde du business pour faire kiné. Et je ne regrette vraiment pas mon choix. Tous les lundis, Kinédi accueille un nouveau kiné passionné et passionnant, étudiant ou déjà en activité, en France ou à l'étranger, pour nous parler de sa pratique, de ses aspirations et de ses motivations. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi. Pour ce tout premier épisode sur Kinédi, j'ai le plaisir d'accueillir mon amie Clémence, rencontrée à l'école de kiné. Clémence est kiné à Toulouse, mais elle a aussi une triple casquette puisqu'elle est professeure de yoga et elle propose des formations d'anatomie destinées aux professeurs de yoga. Avec Clémence, on a parlé de son parcours, de son ancien métier d'ingénieur et pourquoi elle a voulu changer de métier pour faire kiné. Elle nous explique sa passion pour le yoga et pour l'anatomie et comment elle les a intégrés dans sa pratique de kiné. Clémence nous parle de son quotidien avec un agenda bien rempli et de l'équilibre qu'elle a réussi à instaurer pour garder de l'énergie. Avec Clémence, on a aussi abordé l'importance du pranayama, la respiration yogique, et pourquoi elle l'utilise avec ses patients. Voici un épisode passionnant où on va parler yoga, anatomie, respiration, formation et organisation. C'est parti pour un nouvel échange sur Kinédi avec Clémence. Bonjour Clémence, et ravie de te retrouver. Bonjour Gabi. Comment ça va ? Ça va très bien et toi ? Merci de me recevoir sur ton podcast. Merci de participer, ça me fait très plaisir. Pour la petite anecdote, Clémence et moi, on s'est rencontrés à l'école de kiné et on a partagé à la fois des moments difficiles et des super moments ensemble. Et on avait un super groupe de filles et grâce à ça, on a pu se soutenir pendant ces 4 ans. Je pense que tu es d'accord avec moi. C'est clairement grâce à toi et aux filles que j'ai pu traverser cette reconversion. Voilà, c'est ça. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton parcours ? Oui, je m'appelle Clémence Rebusy, j'ai 32 ans et je suis kinésithérapeute depuis bientôt 2 ans. Reconversion, puisque au début, j'ai été ingénieure pendant quelques années, métier qui ne me convenait pas. Puis je suis devenue professeure de yoga, métier qui m'a beaucoup plus convenu. Mais je cherchais à avoir un métier complémentaire à ce métier de professeur de yoga que j'adore. Et la kiné s'est présentée à moi comme une évidence. Et du coup, je suis repartie en reconversion comme toi, Gabrielle, pendant 4 ans, puisqu'on a bénéficié d'une passerelle qui nous a permis de rentrer à l'école directement en bénéficiant de la première année grâce à nos statuts. Ouais, heureusement, parce que c'est vrai que sinon, on aurait dû passer par la première année de médecine et je pense que ça aurait été assez difficile, en tout cas du moins pour moi. Bah, tout à fait. Honnêtement, je suis pas sûre que j'aurais été jusqu'au bout de cette reconversion s'il avait fallu passer par la case médecine. Ouais, c'est pareil pour moi. Et alors, en termes de... Donc, tu as parlé de ton métier d'ingénieur. Est-ce qu'il y a des compétences ou des qualités en tant qu'ingénieur que tu as pu réutiliser ou que tu réutilises dans ton métier actuel de kiné et même de prof de yoga d'ailleurs ? C'est une bonne question. Dans mon métier d'ingénieur, j'ai fait beaucoup de gestion de projet, donc d'organisation, de liens entre les clients, de mener un projet de A à Z. Et je pense que ces compétences-là m'aident beaucoup au quotidien, même si le parallèle ne se fait pas de manière évidente. Ça m'aide d'avoir eu ces expériences-là de lien avec des clients, de pouvoir mettre des étapes, des objectifs à atteindre
des choses, un début, un milieu, une fin, pour pouvoir justement cadrer, que ce soit la kinésithérapie ou dans mon métier de professeur de yoga. Ouais, parce que justement, donc tu as une double casquette, voire une triple casquette, mais tu vas nous en parler un peu plus. Donc la casquette prof de yoga, c'est vraiment un métier qui te passionne. La casquette kiné et la casquette aussi d'enseignement de l'anatomie. C'est ça? Tout à fait. Et c'est finalement cette dernière casquette qui m'apporte le plus de joie parmi toutes ces différentes casquettes, puisque j'enseigne donc aux professeurs de yoga ou aux futurs professeurs de yoga l'anatomie et la physiologie adaptée au yoga. Et c'est la rencontre entre les deux mondes que j'aime particulièrement, donc le monde de la kinésithérapie, de la santé et le monde du yoga. C'est vrai qu'on en a étudié pas mal de la natte, même si parfois j'ai trouvé qu'on passait très vite sur la natte et qu'il fallait surtout l'étudier seul à la maison pendant ces 4 ans, avec les bouquins, les gros pavés qu'on avait. Et du coup, parce que c'est vrai que la natte, nous, on l'a vu de façon très détaillée. J'imagine que ça n'a pas été très facile de simplifier, de synthétiser, justement pour un public un peu plus néophyte comme les profs de yoga. Comment tu as fait un peu pour faire un peu cette espèce de gymnastique intellectuelle? Alors, je pense que ça m'a aidé justement d'aller très en profondeur pour justement avoir cette compréhension-là. Et ensuite, j'ai pensé à ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai fait ma première formation de professeur de yoga. Ce qui m'apparaissait utile et essentiel dans le quotidien de l'enseignement du yoga. Et évidemment, c'est pas de savoir que tel ligament s'insère au quart supérieur de la face antérieure de tel endroit, niveau de détail que nous, on a dû apprendre. Mais ouais, de repenser, de me remettre dans la peau de qui j'étais quand j'ai commencé à enseigner et de voir quel était ce qui m'avait manqué ou ce qui aurait été pertinent pour moi de savoir à cette époque-là. Ouais. En fait, d'aider mon ancien moi, finalement. La Clémence d'il y a 4 ans. Ouais, du coup, même la Clémence d'il y a 6 ans, puisque en fait, j'ai commencé à enseigner le yoga il y a 6 ans et j'avais pas beaucoup de notions d'anatomie. J'avais fait une petite formation d'anatomie parce que c'était déjà un sujet qui m'intéressait beaucoup et que je me sentais un peu angoissée à l'idée d'avoir des élèves qui allaient suivre mes enseignements et je voulais être sûre de bien faire. Mais c'est vrai que j'ai vécu quelques années d'enseignement un peu dans le flou, en espérant ne pas dire trop de bêtises. Mais clairement, il me manquait une formation plus conséquente en anatomie, quoi. Ouais, je comprends. Et donc avec donc tout ce que tu fais, les cours de yoga, tu donnes des cours de yoga aussi à Toulouse, hein? Ouais, j'ai quitté la région parisienne l'été dernier et on est allé s'installer avec mon mari à Toulouse. Et depuis quelques temps, j'enseigne du coup à Toulouse dans une salle qui se trouve entre le quartier Saint-Michel et le Buscat pour les Toulousains, Toulousaines qui nous écouteraient. Et c'est vraiment un réel plaisir pour moi de enfin retrouver cet enseignement-là, puisque avec tout changement de région, ça met un petit peu de temps de reconstruire des choses dans un nouvel endroit. Et même si j'avais l'enseignement avec toutes les formations de yoga que j'ai le plaisir d'enseigner, juste les cours classiques me manquaient beaucoup. Donc je suis vraiment très contente d'avoir retrouvé ça. Ah c'est super. On mettra le lien de ton Instagram avec le détail de tes cours pour ceux que ça intéresse et qui sont sur Toulouse. Et donc, avec toutes tes multiples casquettes, j'ai envie de dire, comment est-ce que tu t'organises? C'est quoi une journée type? Comment tu gères tous tes projets? C'est l'ingénieur en toi qui C'est ça. doit travailler. Ouais, tout à fait. Eh bien, la journée type n'existe pas. Je pense que c'est ça
ma façon de m'organiser. Non, en vérité, aujourd'hui, j'ai un mi-temps dans un cabinet de kiné que j'aime beaucoup et un mi-temps pour tout le reste de mes casquettes. J'alloue des demi-journées en fonction de ces différents rôles. Donc, je vais avoir une, une matinée où je travaille sur mes projets de formatrice en yoga. Une demi-journée, après, je vais au cabinet. Et puis le soir, je vais avoir un cours de yoga que je donne. Parfois, c'est aussi en journée complète. J'ai une journée complète pour mes autres projets, une journée complète au cabinet. Et voilà, j'alterne comme ça. Ça me permet de rester fidèle à ma personnalité. J'ai besoin que ce soit différent chaque jour. Je pense que je m'ennuierais dans une certaine routine. Et en même temps, ça me permet de varier l'énergie que chaque projet me demande. Puisque quand on est au cabinet, et je pense que ça fera écho peut-être à quelque chose que tu vis ou quelque chose que les auditeurs, les auditrices vivent s'ils sont professionnels de santé, ça demande une qualité d'écoute, d'être au service de nos patients toute la journée ou toutes les heures où on est au cabinet. Et ça peut être très énergivore. Et j'ai besoin d'avoir des moments dans ma semaine où je vais travailler, mais différemment, sans peut-être avoir besoin de cette même qualité d'écoute ou de parler toute la journée, par exemple. Et je trouve ça essentiel, en tout cas pour moi, pour mon fonctionnement, d'avoir cette variété-là pour éviter de m'épuiser et de ne pas pouvoir donner le meilleur de moi-même à mes patients quand je suis au cabinet. Ouais, je comprends tout à fait. C'est vrai que, comme tu parles, c'est exactement le bon terme, c'est énergivore, d'écouter les gens, les patients. Et c'est vrai qu'on n'est pas que thérapeute du corps, on est aussi psychologue, et il faut un minimum d'énergie pour entendre les mots, en fait, de chaque personne qui vient dans le cabinet. Et alors, en termes de yoga, justement, et pour un peu regagner cette énergie, est-ce que toi, tu as le temps, tu t'aménages des horaires pour en faire chez toi, pour trouver du temps dans ta pratique de yoga? Ouais. Alors, c'est vraiment un sujet qui me tient particulièrement à cœur de justement garder ces outils-là pour moi au quotidien. Et la réalité, c'est que souvent ma pratique du quotidien, elle va être courte, mais je me rends compte à quel point elle est nécessaire, même que ce soit un quart d'heure sur mon tapis de pratique physique et même 3 à 5 minutes de méditation, ça va vraiment changer la façon dont je vis ma journée. Ouais. Et j'hésite pas à emporter ça dans les journées où je suis au cabinet du matin au soir, que ce soit justement le côté très physique. Donc j'ai un tapis de yoga, j'ai un de mes tapis qui reste à demeure au cabinet. Ça me permet sur une pause déjeuner ou si j'ai un lapin ou quelque chose, un petit trou dans ma journée, je vais pouvoir bouger si je ressens le besoin. Et j'utilise énormément tout ce qui va être respiration, donc plutôt les pranayama comme on les appelle en yoga, et la méditation quand je ressens que mon niveau d'énergie va être un petit peu bas, ou que je sens que voilà, là il faudrait que j'ai un petit sas pour être au service de mes patients. Ouais. Je vais utiliser ça, des petites techniques, 1-2 minutes, mais vraiment, en tout cas, pour moi, ça fait une réelle différence quand je sens que j'ai peut-être un peu tiré sur la corde, ou que c'est un moment du mois qui est un petit peu plus compliqué pour nous les femmes. Ça va être des outils issus du yoga qui ont une vraie place dans ma pratique de professionnelle de santé. Ouais, d'ailleurs, parfois tu mets des vidéos de toi en train de faire du yoga dans le cabinet, et je trouve que c'est vachement bien de poster ce genre de vidéos, parce que c'est vrai que en tant que kiné, on a parfois la tendance à avoir la tête dans le guidon et d'enchaîner patient après patient.
Et en fait, il suffit, comme tu dis, d'un sas, justement, pour retrouver cette énergie, pour justement avoir encore plus d'énergie à accueillir par la suite. Mais c'est pas facile, c'est vrai, de trouver ces moments-là. C'est un vrai défi, je trouve, pour tous et pour moi inclus. Mm. Et, et parfois, je m'oblige à prendre ces moments-là, puisque quand on est justement fatigué, que c'est un peu plus difficile, bah, même prendre ces 5 minutes-là, ça va demander un effort, mais je sais à quel point ça va me permettre d'aller mieux après. Et parfois, si c'est difficile, parce que comme tu le dis, nos conditions d'exercice font que bah, on enchaîne beaucoup de rendez-vous. Et ben en fait, ça peut être juste s'enfermer dans les toilettes, juste pour Ah oui. prendre 3 profondes respirations et de se dire, ok, là, 2 secondes, reviens à ta respiration. On a le temps en fait on peut faire patienter 1 minute nos Oui. patients si après on a cette qualité d'écoute qui va être plus à leur service. On reste des êtres humains avant tout Ouais. et si on veut servir d'autres êtres humains et que ce soit vertueux, il faut qu'on puisse prendre soin de nous avant tout. En tout cas, c'est comme ça que moi je le ressens dans mon quotidien. Ah mais oui, mais complètement, complètement d'accord avec toi. Et justement, le yoga, est-ce que tu arrives à le mettre en pratique avec tes patients? Est-ce que ça te sert parfois? Je donne un exemple, il y a un patient, tu sens très nerveux ou stressé ou qui a du mal à se détendre. Est-ce que là, tu peux même lui donner des exercices de pranayama, de respiration? Oui, tout à fait. Ouais, ouais. Et je me rends compte vraiment que c'est beaucoup plus ce qui va être pranayama et méditation qui vont me servir dans ma pratique de kiné Mhm. que l'aspect postural asana. Finalement, ça m'arrive, et ça m'est déjà arrivé de donner plus des enchaînements physiques, mais en proportion, je me sers beaucoup, beaucoup du pouvoir de la respiration, tout simplement, parce que, à mon sens, c'est quelque chose qu'on met beaucoup de côté. On a l'impression que tout le monde sait respirer et que, bah, en fait, c'est banal la respiration. Ouais. Mais chez quelqu'un, bah, soit qui va être en situation de douleur chronique, quelqu'un qui va être plus stressé, même on en a beaucoup des patients qui sont proches du burn-out ou qui ont Mhm. beaucoup, beaucoup de responsabilités dans leur quotidien et ce qui fait que ça déclenche chez eux des douleurs physiques qui peuvent être liées à certaines pathologies, mais des fois qui sont juste un signal du corps en disant là, il y a quelque chose qui ne va pas et, euh, et soit tu t'arrêtes, soit c'est moi qui vais t'arrêter. Et, et leur laisser cet espace d'utiliser leur séance de kiné pour pouvoir prendre ce temps, faire ces 5 minutes de respiration, faire ces 10 minutes de cohérence cardiaque. Et ça fait une vraie différence. Et, et ce dont je me rends compte de plus en plus, c'est que chez des patients justement chez qui j'ai identifié un vrai besoin et qui ressentent que ça leur fait un vrai bénéfice, dans le quotidien, c'est très dur pour eux de le faire. Mm. Autant des exercices classiques de renforcement ou autres, ça c'est déjà difficile parfois à mettre en place dans le quotidien, Ouais. mais ils en voient directement ils comprennent plus le bénéfice, alors que la respiration, c'est le premier truc qui va passer à la trappe, même si je le prescris dans mon traitement. Mhm. Donc, j'utilise nos séances ensemble pour caler ces exercices de respiration, pour leur faire prendre conscience à quel point ça leur fait du bien. Et ce dont je me rends compte, c'est qu'après quelques séances avec ces exercices comme traitement, les gens sentent à quel point ça leur fait du bien et sont après plus enclins à le mettre dans le quotidien. Ouais. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est des bons conseils, ça. Que parfois, peut-être, on oublie de donner aux patients, mais ne serait-ce que à côté des exercices, il y a aussi la respiration. Et ça, c'est Mm, ouais. tout à fait. Et c'est pas un sujet évident non plus, la respiration. C'est assez vaste et je pense que aussi dans le champ de la recherche scientifique, on en est peut-être au balbutiement.
Donc aller chercher dans des philosophies plus anciennes, justement, et dans le yoga, les pranayamas ont une place très importante qu'on soupçonne peut-être pas parce qu'on parle beaucoup de l'aspect physique du yoga, mais c'est s'appuyer sur des techniques ancestrales qui finalement ont fait leur preuve par l'expérience, si je puis dire, c'est assez utile. Enfin, moi, je sais que ça m'aide beaucoup et j'aurais pas forcément les mêmes outils si j'avais pas le yoga pour ça. Oui, oui. Bah, c'est vrai qu'il y a des kinés qui utilisent par exemple l'hypnose pour essayer de détendre les gens, notamment des gens qui ont des syndromes douloureux régionaux complexes, je sais plus comment on dit, SDRC. Et je pense aussi à la maladie de Parkinson. Il me semble que le yoga, c'est très bénéfique aussi. Toi, je crois que tu en sais quelque chose. Oui, en fait, j'ai fait mon mémoire de fin d'études sur les effets du yoga sur l'équilibre aussi bien physique, mental et émotionnel chez les patients atteints de la maladie de Parkinson. C'était une expérience très enrichissante à tout point de vue, vraiment, et surtout humainement pour moi. Ça m'a vraiment sorti de ma zone de confort en tant que professeur de yoga, ça c'est sûr. Et c'était très effectivement bénéfique pour eux d'avoir un yoga adapté. Donc il y avait une partie sur chaise et une partie debout pour travailler l'équilibre et tout un tas de compétences. Mais finalement, c'est presque plus les effets sur l'esprit et sur la gestion des émotions, parce que je trouve qu'on a tendance à voir nos patients comme justement avec l'étiquette patient, mais il ne faut pas oublier que c'est juste des êtres humains et que du jour au lendemain, nous aussi, on peut être des patients. Et pouvoir leur transmettre, j'avais beaucoup travaillé sur la gratitude et sur justement les effets, pouvoir trouver du contentement, santosha en yoga, au quotidien, même avec une pathologie chronique qu'on sait être incurable aujourd'hui. C'est pouvoir trouver de l'espace dans le quotidien pour expérimenter toujours de la joie, même quand le quotidien n'est pas évident. Alors, l'idée n'étant pas d'avoir juste des arcs-en-ciel et des papillons, hein, pas du tout, mais c'est juste de pouvoir, même dans des pathologies qui sont lourdes, trouver une certaine légèreté qui fait du bien, tout simplement, en fait. Ouais, c'est important de le mentionner, ouais, c'est vrai, parce que parfois il y a des patients qui sont pris en charge dans des centres et peut-être qu'ils bénéficieraient beaucoup d'exercices comme ça, beaucoup plus simples finalement que d'aménager une gym avec un parcours, etc. Juste travailler la respiration, la méditation sur chaise. Ouais. Tout à fait, oui. Et donc, à part le yoga, je crois que tu as fait pas mal de formations aussi. Est-ce que tu veux nous parler des formations qui te servent le plus dans ta pratique de kiné aujourd'hui et que tu as vraiment apprécié? Oui. Je dirais en premier, côté kiné, les formations Mackenzie. J'ai fait la partie A et la partie B, donc, qui concernent tout ce qui est colonne lombaire, thoracique et cervicale. Et j'avoue que ça m'a beaucoup aidée dans ma pratique de kiné pour pouvoir avoir un raisonnement, pouvoir me guider dans un diagnostic kiné, pour comprendre que ce soit des pathologies qui viennent du dos, mais des pathologies qui parfois viennent s'exprimer ailleurs dans le corps et qui viendraient en fait de la colonne vertébrale. Donc ça, pour tous les kinés, je vous recommande, si c'est une formation qui vous parle. Je précise qu'on n'est pas rémunéré, on ne fait Non, pour pas du tout. l'Institut Mackenzie. Absolument pas, mais c'est juste une des formations qui m'aide le plus au quotidien. C'est vraiment juste ça.
Euh, et ensuite, j'ai fait des formations en pelvipérinéologie et en accompagnement de la périnatalité qui m'ont beaucoup aidé à comprendre l'importance de cet accompagnement pour les femmes à tous les moments de la vie, puisqu'on peut avoir des soucis de périnée même hors grossesse, que ce soit dans la pratique sportive ou en post-ménopause ou autre. Mhm. Et ça, c'est vraiment un sujet qui me passionne beaucoup. Aujourd'hui, au cabinet, je suis pas équipée pour pouvoir bien prendre en charge justement la périnéologie. Donc, c'est plus des connaissances qui me permettent de faire appel à des consoeurs, par exemple, pour envoyer faire des bilans de périnéologie si je sens que c'est quelque chose qui est important. Mais c'est quelque chose, en tout cas, je pense que c'est important d'avoir des connaissances dessus pour pouvoir éviter de passer à côté de choses qui seraient importantes à évaluer et justement de travailler en pluridisciplinarité, que ce soit entre confrères, consoeurs ou avec d'autres professionnels de santé. C'est savoir dire, ok, là j'ai atteint mes limites et peut-être que quelqu'un d'autre pourrait m'aider à y voir plus clair. C'est quelque chose qui m'aide dans mon quotidien. Ouais. Ouais. Et après, j'ai fait d'autres formations, mais comme j'ai une tendance à beaucoup aimer les formations, j'en ai fait beaucoup. Et donc, je vais peut-être m'arrêter là sur la liste parce que... C'est déjà bien. Et en Oui, plus, tu formes aussi. oui, Avec ta formation d'anatomie pour les profs de yoga. Ouais, tout à fait. Et alors, la question un peu bateau, mais j'aime bien savoir ce que pensent nos amis kinés là-dessus. C'est qu'est-ce qui te plaît le plus dans notre métier? Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est le contact avec l'être humain et d'avoir une énorme variété de gens avec qui je peux être en contact. Et pour comparer un peu forcément avec ce que je connaissais avant, dans mon métier d'ingénieur, quand j'étais en contact avec des gens, il y avait forcément un peu un lien de hiérarchie. Que ce soit entre clients, bureaux d'études, au sein d'une entreprise. Donc, il y avait cette barrière-là. Et au cabinet, quel que soit le métier de nos patients, pour nous, pour moi, tout le monde est sur un pied d'égalité. C'est juste un être humain avec un souci, une pathologie, quelque chose, mais on s'adresse d'abord à l'être humain, au corps, à l'esprit, et pas avec l'étiquette qu'il y a sur ce côté hiérarchique, en tout cas. Oui. Ouais. Et même si nos patients ils viennent nous voir pour chercher nos compétences de thérapeute, pour moi, c'est assez essentiel de faire comprendre à mes patients que cette rééducation, on est là ensemble. Oui. Moi, je ne peux pas avoir tous les ressentis que le patient il a, c'est son histoire, c'est son corps, et c'est aussi 50-50 la responsabilité. Moi, je vais donner tout ce que je pense être utile pour ce patient-là, mais je ne peux pas faire les choses à sa place. Ça, oui. Donc, j'ai vraiment besoin que ce soit un lien de collaboration et pas un lien justement de hiérarchie, même si je vais être là pour guider le patient et pour me mettre au service de sa rééducation. On est vraiment ensemble là-dedans, quoi. Oui. On veut éviter que le patient aussi nous mette trop sur un piédestal, parce qu'après, comme tu dis, c'est une relation hiérarchisée. Et au contraire, il faut que ce soit d'égal à égal pour aussi responsabiliser le patient dans sa rééducation, pour lui donner envie d'être plus autonome. Tout à fait, et de lui faire comprendre que effectivement, il faut qu'il soit impliqué autant que nous, on va être impliqués. Et que... Exactement.
Ouais. Et qu'on n'a pas de baguette magique en fait. Exactement, ouais, ouais, ouais. Et je suis d'accord avec toi, moi aussi, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai voulu faire kiné, c'est pour être indépendante et ne pas avoir à donner de compte à mes supérieurs hiérarchiques qui prenaient parfois des décisions qui ne me convenaient pas, mais qu'il fallait bah, que je suive en fait, sans rien dire. Donc, ouais, l'indépendance, c'est bien. Oui, ça, c'est une chose aussi que j'apprécie aussi dans mon métier, qui vient avec ses challenges aussi. Hein, l'indépendance, c'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est aussi une certaine liberté qui est agréable. Ouais. Et alors, comment est-ce que tu envisages, t'imagines ou tu vois ta pratique dans 10 ans, dans l'idéal? Ouh. Bah, finalement, j'aime bien ce découpage entre mes différentes casquettes. Et je pense que je vois toujours la kiné faire partie de ma vie dans une dizaine d'années, d'une façon ou d'une autre. Que ce soit en cabinet, comme je le fais aujourd'hui, soit en tentant mes formations. Mais en tout cas, je me vois toujours avoir cette multitude de casquettes. Ouais. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que je recherchais et qui me plaît dans mon quotidien. Donc, la kiné sera présente, mais pas à 100%. Je pense que je serais pas forcément dans mon idéal si je devais être kiné à plein temps. Je me connais suffisamment aujourd'hui justement pour savoir que j'ai besoin d'avoir des différentes activités qui viennent me nourrir, me ressourcer pour pouvoir être présente au niveau de mes patients, leur donner le maximum de moi-même. Ouais. Et j'espère que d'ici là, j'aurai fait encore plein de formations. J'en doute pas. Et surtout, ouais, j'ai vraiment envie de pouvoir continuer à apporter ce que je peux apporter dans le monde du yoga sur cette compréhension du corps. Je trouve ça assez fantastique la façon dont fonctionne notre corps. Ça me laisse toujours sans voix quand plus je l'étudie et plus je suis émerveillée par ce corps qu'on n'a pas choisi, qui nous accompagne du début jusqu'à la fin de notre vie. Et si je peux permettre aux personnes d'évoluer dans ce voyage en étant un petit peu plus apaisées, en comprenant un petit peu plus le fonctionnement du corps, et ben c'est que j'ai rempli ma mission. Et que c'est ça qui me fait vraiment, qui me remplit de joie. C'est beau ce que tu dis. C'est J'espère que gentil. ça va motiver du monde. Je sais que ça a apaisé vraiment, moi, ma relation avec mon corps. Et, Ouais. et je suis convaincue que, surtout chez les femmes, du fait de certaines pressions sociétales ou autres, on se met beaucoup de pression par rapport à notre corps et par rapport à ce à quoi il devrait ressembler ou autre. Et plus j'étudie l'anatomie, la physiologie, et plus ça me permet d'apaiser ce relationnel-là et de travailler avec mon corps et pas contre lui. Donc si je peux partager ça avec d'autres, vraiment, c'est ce que je préfère. Ouais. Surtout pour nous, les kinés, c'est aussi important parce que on a quand même pas mal de problèmes de dos, d'épaules. Bon, de moins en Tout à moins fait, ouais. maintenant, mais c'est important aussi de prendre soin de notre corps. Tout à fait. Et ça, c'est une vraie, c'est un vrai point important, et plus on va avancer dans notre carrière de kiné et plus on va avoir besoin de prendre soin de nous. Ouais. Alors pour terminer, ma dernière question, c'est qu'est-ce que tu aimerais voir évoluer dans le métier de kiné? Ce que j'aimerais voir évoluer, ce serait la reconnaissance de nos compétences.
Nous, on est passé, on a été la première promotion à bénéficier du grade master. Donc, les études de kiné, c'est un bac+5. Il y avait d'ailleurs la promotion d'avant qui a déjà fait 5 ans d'études, puisqu'avant les études de kiné étaient plus courtes. Donc, on nous a demandé vraiment un gros... il y a eu une refonte de la formation de kiné, mais c'est vrai que derrière, c'est un gros sujet chez les kinésithérapeutes d'avoir une revalorisation de notre rémunération et de la réalité de ce qu'on fait au quotidien. Et c'est vrai que ça, je pense que c'est un point clé qui vient impacter notre quotidien et le quotidien des patients. Forcément, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas été revalorisé, pour pouvoir simplement survivre financièrement, on doit se débrouiller avec la gestion de nos cabinets et ça vient nous demander plus de choses, plus d'énergie, dans des conditions qui sont moins bien pour nous et pour les patients. Donc dans l'idéal, j'aimerais avoir plus de temps avec mes patients et en même temps d'avoir... cette possibilité ne viendra que si on peut être plus serein au niveau financier. Hein. Il n'y a pas de secret, c'est le nerf de la guerre. Donc c'est ce que j'aimerais voir évoluer, parce que je pense que, en tout cas, dans les nouvelles générations, on se forme beaucoup, notre formation de base déjà nous a demandé beaucoup de choses, notamment nous avec un cursus en parallèle avec la faculté de médecine, où on nous a demandé d'avoir beaucoup de connaissances, et c'est très chouette d'avoir ces connaissances-là, mais c'est vrai de pouvoir le ressentir dans le quotidien, et plus de liens, je dirais, avec les autres professionnels de santé, que ce soit les médecins qui prescrivent la kiné, peut-être qu'ils comprennent un peu mieux notre rôle, ce qu'on fait, qu'on puisse travailler main dans la main, et peut-être avec justement aussi d'autres professionnels de santé si les choses si le patient en a besoin. Voilà, quelque chose de plus apaisé, avoir un meilleur cadre de travail pour tous, en fait. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ouais. Écoute, merci beaucoup, merci infiniment Clémence pour ce super échange. Merci à toi Gabrielle de m'avoir reçue dans ton podcast. Et je te souhaite une très bonne journée. Et merci. À bientôt. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.